Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence organisée dans le cadre du salon Bio 360, organisé par la T2E et notamment par ses clubs, Pyrogasification et Power to Gas. Un grand merci d'avoir accepté de participer et d'avoir accepté notre invitation. Pour ma part, je suis David Lenoc. Je suis délégué général du club Power to Gas à la T2E. J'ai le plaisir d'animer cette conférence avec Madeleine Alphen, qui est quant à elle déléguée générale du club Pyrogasification. C'est un plaisir, Madeleine, d'animer avec toi cette conférence, cette table ronde qui a pour titre « Gaz vert, renforçons nos synergies ». Alors, pourquoi ce titre? Vous le savez, aujourd'hui, l'ensemble des gaz verts, biogaz, gaz de synthèse issus de pyrogasification ou hydrogène et méthodes de synthèse issus de power to gas se développent aujourd'hui un peu chacun dans leur ligne. La méthanisation, notamment territoriale, se développe très vite. Et c'est aujourd'hui la première voie de verdissement du vecteur gaz, avec un doublement de sa capacité de production en un an et plus de 4 TWh aujourd'hui produits et injectés dans les réseaux. La pyrogasification, qui est une filière aujourd'hui qui est largement connue et reconnue par les acteurs des territoires, a besoin, quant à elle, désormais d'un cadre réglementaire adapté et d'un soutien public pour se développer et pour s'engager dans son industrialisation. Le Power to Gas, quant à lui, est soutenu et guidé par les stratégies européennes et françaises que vous connaissez, qui accompagnent largement le développement de ces filières, même si son développement massif devra vraisemblablement attendre encore un petit peu, notamment les années 2030-2035, notamment pour ses capacités de soutien au réseau. Néanmoins, il est possible d'aller plus vite, selon nous, et plus loin, en travaillant les synergies pour améliorer les performances, réduire encore les coûts de ces filières pour verdir le vecteur gaz. Avant de débuter cette conférence, je voudrais vous rappeler quelques règles pratiques, notamment vous rappeler que cette session est enregistrée, que vous avez le choix de la langue. Nous avons de la traduction à la fois en anglais et donc en version originale en français. Merci également de bien couper vos micros et caméras pour ceux qui n'interviennent pas. Vous pouvez poser vos questions sur le fil de discussion. Nous ferons votre relais pour poser aux différents intervenants les questions et les commentaires que vous pouvez avoir sur les échanges. Et enfin, les supports de présentation et cette vidéo sera disponible sur le site du Bio 360 à partir de la semaine prochaine. D'ores et déjà, je vous propose l'ordre du jour et le guide qui va nous accompagner pour cette conférence aujourd'hui, avec une ouverture par la T2E. Madeleine et moi avons le plaisir de vous présenter une nouvelle publication de la T2E qui s'appelle « Gaz vert, renforçons nos synergies » et qui est le titre de cette conférence. On va vous parler et vous décrire les synergies que nous avons aujourd'hui identifiées et des idées de couplage intéressants entre ces différentes filières de production. Et nous avons le plaisir aujourd'hui de recevoir un certain nombre d'acteurs de ces filières qui vont nous présenter leurs projets, leurs réalisations, leurs initiatives qui mettent déjà en œuvre ces couplages, avec notamment Diane Defresne, que nous avons le plaisir d'accueillir, qui est directrice de projet, notamment des projets Iconé et Métissante de Storenvie. Monsieur John Biller de la société Iremia et qui est également président de la société eMove, qui nous parlera de ses projets de production d'hydrogène. Et enfin, Nathalie Agneau, qui est responsable du projet Cometa pour le site TOM, qui est accompagné par Anne Diarra du bureau d'études CETEC. Nous aurons bien sûr ensuite une large séance d'échange et la possibilité de répondre à vos questions. Et nous avons également le plaisir d'accueillir tout au long de cette conférence notre grand témoin, Laurent Géraud, qui est membre du conseil régional de la région Pays de la Loire et qui est délégué à la fois à l'environnement, à la transition énergétique, à la croissance verte et au logement. Donc, il sera notre grand témoin pour donner son point de vue et sa façon d'appréhender ces couplages entre filières de production de gaz vert tout au long de cette table ronde. Voilà, je laisse la place à Madeleine pour initier. Merci beaucoup David pour cette introduction. Merci aux organisateurs, aux participants et aux intervenants de cette session. Alors d'abord, une petite ouverture sur la T2E et ses clubs gaz vert. Qu'est-ce qui se passe en interne à l'association technique énergie-environnement? Pourquoi on est rassemblés aujourd'hui dans cette session commune? Alors pour la petite histoire, donc depuis fin 2019, c'est-à-dire l'intégration du club pyrogasification à la T2E, donc la T2E rassemble les principales filières de production de gaz renouvelable et bas carbone via ces clubs biogaz, power to gas et pyrogasification.
Alors, ces clubs ont pour mission, comme le disait David, un peu chacun dans leur couloir, de travailler à l'élaboration d'un cadre favorable au développement, à l'industrialisation de leurs filières respectives. Ces filières qui, par ailleurs, ont été bien identifiées déjà depuis plusieurs années comme la clé d'un modèle du développement d'un modèle de production de gaz renouvelable local dans nos territoires. Et donc, l'idée, voilà, maintenant qu'on est tous rassemblés sous le chapeau de la T2E, ça a d'abord été d'échanger très régulièrement pour partager nos actualités, nos expériences, notamment pour que des filières qui sont plutôt au début de leur industrialisation, comme le power to gas ou la pyrogasification, puissent profiter de l'expérience un peu plus longue de la méthanisation, également pour identifier des enjeux communs, des opportunités d'agir de manière coordonnée. Et puis, une idée qui a émergé assez rapidement, c'est aussi l'idée d'identifier des couplages, des synergies possibles entre nos filières, qui sont d'abord complémentaires, on va essayer de vous le remontrer aujourd'hui, mais qui, on le pense, pourraient profiter des coproduits, des technologies des unes et des autres, pour non seulement avoir un développement en parallèle, mais également un développement commun, optimisé, les unes liées avec les autres. Et donc, ces premières réflexions ont donné lieu à une publication qui s'intitule « Gaz vert, renforçons nos synergies ». Alors, je vous enverrai tout de suite dans le chat un lien vers un WeTransfer où vous pouvez télécharger en avant-première la publication. Elle sera disponible sur le site de la T2E d'ici lundi prochain, notre site étant momentanément indisponible. Donc, cette publication, pourquoi? D'abord pour rappeler l'importance du gaz dans le système énergétique français, mais donc l'importance absolue de le décarboner au plus vite. Un rappel également des potentiels identifiés pour chacune des filières de production de gaz renouvelable, mais surtout, et c'est vraiment là la nouveauté et ce sur quoi on veut insister et discuter avec vous aujourd'hui, c'est la possibilité de développer des synergies, des couplages qui nous permettraient de maximiser les performances, de réduire les coûts de chacune de nos filières, et ceci en complément des efforts que nous faisons chacun en parallèle pour améliorer nos performances. Donc voilà, l'idée de cette session et de cette publication, c'est vraiment d'engager la discussion. On ne prétend pas être exhaustif tout de suite. On voudrait juste que, voilà, je pense que c'est vraiment l'ADN de chacun de nos clubs, c'est de faire en sorte que les gens se parlent, échangent des idées. Et voilà, et donc c'est tout le but de la session d'aujourd'hui. Alors, pour poursuivre, déjà dans cette publication, quelques rappels sur, bien sûr, ces différentes filières, ces 3 filières de production de gaz renouvelable et bas carbone. La première, la plus largement développée aujourd'hui en France notamment, c'est la méthanisation, qui est, vous le savez, un mode de transformation basé sur une dégradation de matière organique par des micro-organismes qui produit à la fois de l'énergie et notamment du biogaz après méthanisation, et également un digestat qui va permettre de fertiliser et d'amender notamment les sols. Ce biogaz peut être soit consommé localement pour de la production de chaleur ou d'électricité par des usages directs, ou après une étape d'épuration, va produire un gaz aux caractéristiques très proches du méthane, donc du gaz naturel qui circule aujourd'hui dans les infrastructures et qui va pouvoir donc être injecté dans les infrastructures gazières existantes. Ensuite, un petit rappel sur la pyrogasification. Alors, très rapidement, parce qu'on en a déjà beaucoup parlé aujourd'hui dans le cadre de Bio360. La pyrogasification, c'est un traitement thermochimique qui va permettre de convertir des matières carbonées relativement sèches en différents composés énergétiques qui se présentent sous différentes formes, dont les proportions vont varier en fonction du traitement qu'on impose à ces matières. Mais donc, une forme solide, donc un char ou un biochar, une forme liquide des huiles, et une forme gazeuse, donc un gaz de synthèse principalement constitué d'hydrogène, de CO, de CO2 et de méthane. Donc l'idée, là, ça va être d'aller traiter des matières complémentaires à celles valorisées en méthanisation. Donc on est plutôt sur des matières organiques sèches, ligneuses, qui peuvent venir aussi bien de l'agriculture que de la sylviculture, et puis également des déchets un peu plus complexes, des déchets carbonés divers. On peut citer notamment des bois de récupération, des déchets d'éléments d'ameublement, ou encore des déchets préparés sous forme de combustible solide de récupération, donc qui sont des déchets issus de refus de tri et préparés sous une forme facilement valorisable énergétiquement, qui peut être composée de différents papiers, cartons, biomasse ou encore plastique non recyclable. Donc la pyrogasification, d'abord on va distinguer la pyrolyse qui est un traitement en l'absence d'oxygène qui permet d'obtenir ces 3 phases, et ensuite la gazéification où on va venir apporter en faible quantité un agent oxydant
qui, dans la grande majorité des références qu'on a aujourd'hui, est de l'air, mais qui va pouvoir être aussi de l'oxygène, du CO2, de la vapeur d'eau, et on en reparlera. Et cet agent gazéifiant va vous permettre de maximiser la conversion des intrants en gaz de synthèse. Ensuite, ce gaz de synthèse est valorisable sous diverses voies. D'abord, un usage direct que vous voyez sur le schéma, donc en production de chaleur et ou d'électricité. Par exemple, en remplacement de combustibles fossiles directement dans des procédés industriels, ou encore, après ajout des briques d'épuration, de traitement du gaz de synthèse, on peut produire du méthane de synthèse injectable dans les réseaux, comme ça vous a été présenté très bien dans la session précédente, donc ce par l'ajout d'une brique de méthanation, qui va permettre de recombiner les composants du gaz de synthèse en méthane. On peut également produire de l'hydrogène via une phase d'épuration notamment, et utiliser cet hydrogène pour tous les usages en développement. Ça vous a été présenté ce matin. Et puis également toute une filière en développement sur la production de biocarburants avancés. Et donc enfin, troisième famille, troisième membre de cette famille des gaz renouvelables, le bois to gaz, qui lui, contrairement aux deux premières qui s'appuient sur la biomasse, ici le power to gas s'appuie, comme son nom l'indique, sur la ressource électrique, donc avec différentes sources de production électrique et notamment des énergies renouvelables, photovoltaïques, éoliens et ou bas carbone. Et donc après une étape d'électrolyse de l'eau, grâce à l'électricité, on va venir dissocier la molécule d'eau pour produire de l'hydrogène, hydrogène qui va pouvoir être soit utilisé directement pour des usages locaux, notamment pour des industriels qui visent à décarboner leur consommation actuelle d'hydrogène, ou pour des applications mobilité, notamment en mobilité lourde avec des stations d'avitaillement. Et une autre façon est également de la valoriser dans les infrastructures existantes gazières, et notamment en mélange avec le gaz naturel ou avec le biométhane. On va venir donc injecter une part d'hydrogène dans la consommation actuelle de gaz, ou on va pouvoir la combiner l'hydrogène avec une étape complémentaire de méthanation catalytique ou méthanation biologique, qui, avec du dioxyde de carbone et donc cet hydrogène, on va venir recombiner, reconstruire une molécule de méthane, méthane qui va du coup être facilement intégrable et assimilable par les infrastructures de gaz et bien sûr par l'ensemble des consommateurs et clients raccordés aux infrastructures existantes de gaz. Un autre vecteur qui est important, même si ça n'est pas un gaz combustible, c'est le CO2. On a la possibilité d'aller capter du dioxyde de carbone dans des fumées industrielles ou même dans l'air. Et également, les unités de méthanisation sont un producteur de dioxyde de carbone biogénique, issu de biomasse, et donc que l'on va pouvoir utiliser, valoriser ici dans ces étapes de méthanation que l'on voit qui intervient à la fois dans les filières de production de pyrogasification et dans la filière power to gas. Très bien. Maintenant, pour suivre un peu le déroulé de notre publication que vous pourrez découvrir, je viens de vous envoyer le lien. D'abord, un petit rappel sur les différents potentiels de production de ces trois filières indépendamment. Donc, ce sont des résultats bien connus, hein, issus d'une étude ADEME de 2018 qui vise à mettre en place des scénarios qui permettraient d'atteindre un mix de gaz 100% renouvelable à horizon 2050. Ceci en allant voir quelles ressources primaires sont disponibles et valorisables dans nos territoires, et bien sûr, modulo, ce qui reste à la priorité absolue, des perspectives de baisse de consommation des gaz de réseau par des efforts de sobriété et d'efficacité énergétique. Donc, ces différents scénarios identifient 620 TWh de ressources primaires renouvelables susceptibles de produire du gaz, ceci sans concurrent, donc avec priorisation des usages directs, c'est-à-dire matières premières et alimentaires, qui restent absolument prioritaires. En prenant en compte des critères de durabilité, donc des questions d'affectation des sols, de préservation des forêts, etc. Et ceci devant bien sûr prendre en compte l'évolution des différentes filières qui vont venir capter notamment ces biomasses. Donc, vous avez un peu résumé ici les potentiels par filière, donc 140 TWh d'ici 2050 pour la méthanisation, en termes de méthane injectable dans les réseaux, 180 TWh pour la pyrogasification et 140 TWh pour le power to gas.
La conclusion, ce qu'on peut en dire assez généralement, c'est surtout que voilà, les ressources sont disponibles dans nos territoires et on en a suffisamment pour venir remplacer d'ici 2050 l'ensemble de nos consommations de gaz fossiles par des gaz issus de ressources renouvelables ou bas carbone. Juste un petit point, donc les territoires se sont réappropriés ce scénario. On pense notamment à la région Nouvelle-Aquitaine qui a repris cette étude avec ses propres gisements territoriaux de manière un peu plus découpée, et qu'on a déduit la faisabilité d'un mix de 30% de gaz renouvelable dans ces réseaux à horizon 2030 et de 100% à horizon 2050. Et on peut même aller plus loin. Donc, je vous parlais de certaines consommations des gaz de réseau qui vont devoir baisser par des efforts d'efficacité énergétique, mais on va pouvoir aussi développer les gaz renouvelables pour venir remplacer dans les transports l'utilisation de combustibles de fuel fossiles actuels. Donc maintenant, on passe un peu à la nouveauté de ce qu'on veut vraiment mettre en avant dans cette publication. C'est l'existence de synergies entre nos filières et voilà, vraiment cette envie de lancer cette réflexion. Et vous allez voir après que les acteurs l'ont déjà bien prise en main. Donc d'abord, des synergies entre les filières méthanisation et pyrogasification. Alors tout simplement, je vous en parlais précédemment, déjà en amont, on a une vraie complémentarité entre ces filières en termes des ressources qui sont valorisables. Donc la méthanisation traite des matières fermentescibles humides, tandis que la pyrogasification va plutôt aller sur des biomasses ligneuses plutôt sèches et d'autres matières carbonées sèches comme les déchets dont je vous ai parlé. Donc une vraie complémentarité là-dessus et une vraie opportunité de développer des unités localisées au même endroit, mais qui vont vraiment venir maximiser la valorisation des déchets locaux. Par ailleurs, vous connaissez bien l'existence du digestat en méthanisation comme un coproduit qui aujourd'hui doit être valorisé de façon prioritaire en retour au sol, en amendement des sols. Mais dans certains cas, et on le verra notamment avec le projet Cometa, le retour au sol est difficile pour des questions réglementaires, pour des questions de qualité du digestat. Et là, les traitements thermochimiques vont pouvoir permettre de valoriser ce digestat en maximisant sa conversion en gaz renouvelable. Ce qui va permettre d'un même temps de maximiser la production de gaz renouvelable, mais aussi de réduire la quantité de résidus final. Donc voilà, vous avez toute une sorte de procédés thermochimiques qui peuvent être utilisés, pyrolyse, gasification ou encore gasification hydrothermale, qui a été également présentée ce matin. Maintenant, deux petites synergies identifiées, on a trouvé très intéressantes entre la pyrogasification et le power-to-gas. D'abord, la mutualisation des technologies de méthanation. La méthanation, c'est vraiment une brique qu'il y a en commun entre ces deux filières et pour lesquelles les coûts de la recherche, les efforts de recherche peuvent être vraiment mutualisés. Également, l'idée de valoriser l'oxygène issu d'électrolyse qui aujourd'hui ne trouve pas forcément preneur parce qu'il n'est pas forcément produit dans des quantités suffisantes. On peut tout à fait imaginer, et ça a été imaginé via le projet eMove qui vous sera présenté après, de venir valoriser l'oxygène d'électrolyse en l'utilisant comme agent gazéifiant en gazéification. Et donc, ce qui va nous permettre, plutôt d'utiliser de l'air, on va utiliser directement de l'oxygène pur, ce qui va nous permettre d'obtenir un gaz de synthèse à haut PCI, et ce qui va donc réduire les coûts ensuite de traitement, d'épuration du gaz, etc., dans la mesure où il ne contiendra pas d'azote. Et enfin, donc, dernier couple dans cette famille des gaz renouvelables et bas carbone, la filière méthanisation, donc production de biogaz, et power to gas, avec aujourd'hui deux couplages qu'on a identifiés, qui est d'abord l'injection d'hydrogène issu d'électrolyse dans un réacteur de méthanisation. Le méthaniseur, dans ces projets, est alors utilisé comme un réacteur de méthanation biologique, c'est-à-dire que les bactéries du réacteur vont vraiment pouvoir consommer ce carburant afin d'optimiser la production de méthane pour reproduire encore plus de méthane de synthèse. Et enfin, on l'a vu, un des coproduits de la production de gaz dans un méthaniseur est bien sûr le méthane, mais également le CO2 biogénique. Et donc, le CO2 biogénique rentre dans la recette pour produire du méthane de synthèse avec l'hydrogène. Et donc, on va pouvoir produire et donc valoriser ce CO2 biogénique issu de méthanisation dans une unité de power to gaz pour la combiner avec de l'hydrogène électrolytique. Voilà quelques idées. Comme le disait Madeleine, ce n'est absolument pas forcément exhaustif et il y a forcément d'autres idées, d'autres innovations, d'autres travaux de R&D
qui vise à identifier et à développer des couplages, des synergies entre les filières de gaz vert, mais voilà, celle que nous, on avait en tête et qu'on voulait partager avec vous. En tout cas, c'est un ensemble de synergies que l'on encourage l'ensemble des acteurs à étudier, à renforcer des travaux, que ce soit en recherche ou en développement, pour optimiser l'ensemble des filières gaz vert. Cette mise en commun à la fois des ressources, de l'ensemble des coproduits qui peuvent être issus des différentes filières de production de biogaz. Également, les technologies constituent un ensemble de nouvelles idées, de nouvelles pistes de développement et représentent un potentiel majeur à explorer pour les acteurs, en complément, bien sûr, de tous les travaux qui sont aujourd'hui en cours et qui visent à améliorer chacune de ces filières indépendamment. Voilà, maintenant, après cette publication voilà, que l'on vient de vous présenter, on voulait bien sûr illustrer avec un certain nombre d'exemples. Il y a, comme on le disait en introduction, déjà des acteurs qui ont déjà pensé à ces couplages et mis en œuvre ces premiers couplages. Et donc, on souhaitait commencer par une première illustration à travers des couplages des filières biogaz et power to gas, avec la présentation des projets Iconet et Méticentre, qui sont portés par la société Storengy. On a le plaisir d'accueillir Diane Defresne. Diane, vous êtes pilote et directrice de projet chez Storengy et vous êtes notamment responsable de ces deux projets Iconet et Méticentre que la filière méthane de synthèse connaît bien. Je vous laisse la parole et nous exposer vos projets. Merci David, j'espère que vous m'entendez. Très bien. Très bien, bon, parfait. Donc, je vais vous parler de nos deux projets Méticentre et Iconet et du pilotage fait par Storengy et pourquoi Storengy se positionne sur ce marché. Donc, et de l'injection du méthane de synthèse dans les réseaux de gaz naturel. Alors, merci pour l'introduction et pour l'invitation à présenter ces projets par la T2E. Nous, chez Storengy, nous sommes stockeurs de gaz. C'est notre cœur de métier. Donc, nous avons 21 sites de stockage souterrains en Europe. Et ces stockages sont faits à partir de nappes aquifères et de cavités salines, et puis aussi de gisements déplétés. Donc, nous sommes exploitants de ces 21 sites de stockage. Nous assurons l'équilibre en cas de pointe de froid dans les réseaux. Et Storengy est très intéressé à se placer dans la transition énergétique comme un stockeur d'énergie renouvelable en plus d'être un stockeur de gaz. Et on travaille sur des projets de développement de gaz vert dans ce cadre-là. Donc, on verra, donc, nous mettons notre expertise industrielle et notre expertise de développement industriel, mais aussi notre expertise de sous-sol au service de développement de projets de la transition énergétique. Et dans ce cadre, nous développons un certain nombre de projets de production d'hydrogène, de production de gaz de synthèse, et puis aussi des solutions de géothermie, puisque nous en avons une expertise sous-sol forte. Donc voilà, nous sommes dans la transition énergétique pour ces projets. Alors pourquoi des projets de power to gas ? Alors quand on reprend l'historique du mix énergétique, on se rend compte qu'aujourd'hui, on a une introduction des énergies renouvelables dans le mix énergétique français. Et cette introduction de ces énergies renouvelables fait que nous avons besoin de solutions de stockage d'énergie. Pourquoi ? Parce que les renouvelables ont un facteur de charge qui est différent, qu'on ne contrôle pas puisqu'on dépend du soleil et du vent, et l'usage reste le même pour l'usager chez soi. Et donc, les stockages d'énergie, c'est un peu le maillon, le chaînon manquant de la transition énergétique. Et donc, ça permet de compléter l'introduction dans le mix énergétique de ces énergies renouvelables. Alors, des solutions de stockage d'énergie, on en voit aujourd'hui, et vous voyez dans mon graphe de droite les différentes solutions qui sont proposées. Alors, on a, nous, en tête, toujours les batteries, et puis les systèmes d'air comprimé,
et les remontées d'eau dans les barrages hydroélectriques. Donc, c'est 3 éléments que l'on voit, et on voit qu'elles n'ont pas du tout le même usage, puisque en termes de quantité de stockage et temps de stockage, la batterie ne répond pas du tout à la même problématique que le stockage hydroélectrique. Et donc, le Power to Gas a un spectre qui permet de stocker une grande quantité d'énergie et pendant un temps assez long, ce qui est un service que nous pouvons rendre au réseau en mettant la flexibilité des infrastructures gazières au service du mix énergétique électrique. Voilà. Donc, dans ce cadre-là, nous développons des projets Power to Gas et nous croyons en la vertu du couplage méthanisation-méthanation. Donc, en fait, ce couplage permet d'améliorer le rendement carbone du biogaz en méthane dans le processus de méthanisation. En effet, quand on fait de la méthanisation, on produit un biogaz qui est un mélange de CH4 et de CO2. Les systèmes d'épuration créent du biométhane, donc avec essentiellement du CH4. Et puis le CO2 en général est éventé. Et ben, nous, ce qu'on propose sur les projets de Power to Gas, c'est de récupérer le flux de CO2 pour le méthaner avec de l'hydrogène pour créer du méthane de synthèse, et on peut aller jusqu'à une méthanation de la totalité du CO2 provenant de la méthanisation afin d'avoir une efficacité sur le rendement du carbone de 95% à 97%. Donc, et ensuite, on produit donc du méthane de synthèse et du biométhane ensemble qui sera injecté sur le réseau. Alors, je vous présenterai les projets, les différentes possibilités d'injection sur le réseau, soit ensemble ou séparés. De plus, ce système permet de développer la production d'hydrogène local et territorial. Et chez Storengy, nous croyons au développement des hubs territoriaux hydrogène avec justement ce couplage hydrogène-CO2 dans nos territoires. Donc, je n'avais pas tout à fait fini, pardon. Donc, une fois convertie, l'énergie peut être stockée et transportée sur des réseaux de gaz naturel sans aucun coût d'adaptation de ce réseau, puisque le méthane de synthèse est dans les spécifications du réseau de gaz naturel et peut être injecté. Voilà, ça y est, on peut passer au suivant, pardon. Donc, je vais vous présenter concrètement les 2 projets. So, concretely, let's have a look at the 2 projects. So, METHICenter, in terms of time, METHICenter started first. We're talking about 2 complementary projects, but different scales. So, it's in the Val de Loire area, METHICenter. So there's a storage site, a gas storage site in Cerry-la-Ronde. And the idea is on top of the development of a methanation unit of a small size, the idea is to also install a 250 kilowatt electrolyzer and a catalytic methanation system. So the whole thing will produce 15 nanometer cubes of green gas an hour, so 100%. Alors, la part du gaz de synthèse est de 13 normomètres cubes heure. Aujourd'hui, c'est une petite unité de Power to Gas, mais elle nous permet justement d'expérimenter cette solution et d'avoir une visibilité sur l'optimisation des différents flux qu'on peut faire. Et effectivement, vous avez parlé dans votre introduction des couplages, et je pense qu'ils sont particulièrement intéressants pour les couplages méthanisation, puisqu'on optimise effectivement nos différents flux de gaz et flux d'intrants et de sortants. Donc, sur le projet METHICentre, le biométhane et le méthane de synthèse, ils sont produits conjointement et ils seront injectés sur un seul poste d'injection de GRDF. Nos partenaires d'un Storengy se positionnent en tant qu'intégrateur industriel et nous travaillons avec Prodeval pour les unités, pour les séparations, avec Kimod pour la méthanation, Areva H2Gen pour l'électrolyse
et le CEA qui nous aide dans l'intégration et dans l'optimisation du système, ainsi que dans le développement d'axes de recherche et développement pour le développement de nouvelles membranes pour le développement d'électrolyseurs PEM deuxième génération. Alors, le Ciel est aussi notre partenaire local puisque le Ciel, le syndicat d'énergie d'Indre-et-Loire, interdépartemental d'énergie d'Indre-et-Loire, promeut dans la région la mobilité verte et en plus d'avoir une unité de power to gas, une unité de méthanisation, on a aussi une station de distribution d'hydrogène pour la mobilité. Et puis, nous avons le soutien de la région Centre-Val de Loire et un partenariat avec notre agriculteur de la Sablière. Alors, nous sommes soutenus via des subventions pour le développement de la recherche et du développement dans ce domaine par l'ADEME et par des fonds FEDER gérés régionalement, donc qui nous permettent d'avancer dans ce projet. Donc, c'est un projet sur Métissante qui produira 3 gaz verts, du biométhane, du méthane de synthèse et de l'hydrogène. Donc, c'est vraiment un hub de gaz que nous développons près du site de Céret-la-Ronde. Alors, pour Iconay, nous sommes dans l'Yonne, dans Bourgogne-Franche-Comté, et c'est un démonstrateur qui ne développe pas la méthanisation, mais qui propose une unité Power to Gas rétrofit qui va s'associer à une production de biométhane déjà présente sur le site. C'est aussi une unité qui s'intéresse à du biogaz qui vient d'ISDND, hein, donc une station de décharge de déchets non dangereux, où il y a de toute façon de la production de biogaz et donc par épuration de la production de biométhane qui est faite par le partenaire Waiga Energy sur le site. Sur ce site, nous mettrons un électrolyseur de 1 MW qui pourra absorber des variations de production d'électricité jusqu'au double de sa capacité et de la méthanation biologique qui aussi se veut flexible afin de pouvoir répondre à la demande des énergies renouvelables. Nous travaillons aussi sur le projet Iconay, sur le couplage avec de la production électrique renouvelable éolienne régionale. Donc là, nous avons sur le site de la COVED une production actuelle entre 150 et 200 normomètres cubeurs de biométhane qui est déjà injectée sur le réseau de GRDF et nous voudrons rajouter 50 normomètres cubeurs de méthane de synthèse vert sur le même réseau mais par un poste d'injection séparé. Donc, les partenaires sur ce projet, en plus de nos financeurs qui sont l'ADEME et le FEDER, nous avons Areva H2Gen encore sur la brique électrolyse, qui travaille sur la flexibilité de son système, Electrokea sur la brique méthanation, qui développe la méthanation avec notre unité de recherche et développement du groupe Engie, le Crygène, et puis Engie Green, qui s'occupe du développement d'un software de prédiction des énergies renouvelables et afin de mieux coupler la production électrique avec le système de Power to Gas. Enfin, nous avons notre partenaire local, le SDEI et la Semyon Energy, qui est un partenaire à part entière sur le projet de Power to Gas dans la région et qui nous aide à développer l'intégration du projet. Et puis, nous avons l'Université de Franche-Comté qui s'occupe d'études autour de l'optimisation du système. Et la région Bourgogne-Franche-Comté nous accompagne aussi. Donc, avec le soutien régional de toutes ces entités et nos partenaires locaux et nationaux, ça nous permet de développer des projets de territoire et qui profitent au territoire et à la production locale. Donc, Storengy, son rôle, c'est de coordonner la conception et la construction des briques technologiques et d'essayer d'optimiser ces systèmes, donc via ces 2 projets pilotes. Donc, on a aussi des objectifs R&D
Donc, l'idée, c'est de développer des pilotes industriels pour tester leur faisabilité, pour essayer de les rendre le plus compétitifs possible, pour leur donner de la flexibilité afin que Storegit puisse profiter puisse faire une offre commerciale et industrielle au marché. Donc, sur les projets, donc les enjeux des projets Power to Gas, c'est associer la production d'énergie renouvelable au fonctionnement des électrolyseurs et des technologies de suivi et de prédiction du profil de charge, parce que nous pensons, parce que ça passe par l'optimisation de la production d'hydrogène, et la production d'hydrogène, et d'hydrogène vert, donc la production d'énergie renouvelable, et donc mieux connaître les intermittences des productions d'énergie renouvelable nous permettent d'optimiser la production d'hydrogène. Donc ça, c'est pour la production flexible d'hydrogène bas carbone, et nos 6 services de Power to Gas peuvent souscrire à des services au réseau électrique. Et puis, on veut adapter cette flexibilité aussi à la méthanation afin de flexibilité la production de gaz de synthèse et de valoriser le CO2 issu de la production de biogaz local pour augmenter le rendement global de méthane vert, en fait. Donc, on associe nos projets aussi avec la production d'hydrogène pour la mobilité locale, et on veut les rendre les plus compétitifs possibles. Donc, réaliser une intégration pertinente, c'est important. Et on travaille sur toutes les briques, l'électrolyse, la méthanation et les filtrations de gaz qui permettent une réplicabilité au niveau européen. Donc, la définition du statut de gaz renouvelable, c'est un sujet important aussi, puisque aujourd'hui, le gaz de synthèse le méthane de synthèse n'a pas de statut pour l'injection sur le réseau. Et nous travaillons avec GRDF sur l'acceptation de ce nouveau gaz sur les réseaux afin de profiter d'un cadre clair réglementaire pour le raccordement, l'injection et la commercialisation du méthane de synthèse. Donc, l'objectif in fine, c'est de réaliser un système de conversion d'énergie électrique bas carbone et en vecteur gaz, donc afin de mettre la flexibilité de la matrice gazière au service de la transition énergétique. Merci beaucoup, Diane, pour cette présentation et pour ces 2 projets qui effectivement ont bien en évidence l'importance et les opportunités de coupler les différentes filières. Il y a quelques questions dans le fil d'échange. Je vous remercie tous les participants d'utiliser largement ce fil de discussion pour poser et apporter vos compléments. Une question, on a vu que vous aviez reçu le soutien à la fois de l'ADEME et du programme d'investissement d'avenir également du FEDER. Est-ce qu'il y a également un tarif que vous bénéficiez pour l'injection du biogaz dans le réseau de distribution? Alors, aujourd'hui, on n'a pas de tarif. C'est justement un des sujets qu'on essaie de traiter. Alors, on travaille avec nos autorités de tutelle pour la mise en place d'un tarif dérogatoire sur les expérimentations pour pouvoir expérimenter et optimiser le système. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de tarif. OK, très bien. Mais on y travaille. Ouais, l'ensemble de la filière, je pense effectivement, travaille. Et on pourrait profiter d'un tarif dérogatoire temporaire pour prouver l'optimisation de nos systèmes et rendre le méthane de synthèse le plus compétitif. Mais aujourd'hui, ce n'est pas dans la législation actuelle. Toujours sur ces notions de coût et de soutien, quel est le coût de production envisagé pour ce gaz de synthèse sur chacun des 2 projets? Alors, c'est vraiment la question. Alors, aujourd'hui, c'est des projets pilotes qui ont des axes de recherche et développement. Donc, effectivement, notre objectif, c'est d'avoir un coût de production qui soit compétitif, qui s'approche le plus possible du coût de production d'un biométhane. On y travaille. Aujourd'hui, si on prend la totalité des coûts des projets en incluant les axes de recherche et développement, on aura un coût qui sera très important, mais en prenant juste le coût des installations et en regardant les optimisations qu'on peut faire par rapport, en incluant tous les revenus
potentiels, par exemple les revenus des services au réseau, les revenus de valorisation de chaleur, etc., on peut optimiser le coût et arriver à des coûts qui soient plus proches des coûts des biométhanes, des tarifs de biométhane. Mais on est encore à la phase pilote et expérimentale. Donc, très bien. Une question également, alors là c'est plutôt moi qui la pose, concernant le CO2, et notamment on voit que c'est du CO2 biogénique, issu de biomasse, qui est utilisé ici dans ces projets. Quel avantage ou quelle différence y a-t-il avec une valorisation du CO2 qu'on pourra avoir en captage sur les fumées industrielles, comme le fait par exemple le projet de Power2Gas Jupiter 1000 à Fos-sur-Mer, par exemple? Est-ce qu'il y a un intérêt spécifique? Alors, la question elle est difficile. La différence essentiellement, c'est que le carbone qui est utilisé là, il aurait été de toute façon émis par dégradation de la biomasse. Donc, c'est un carbone effectivement qui vient de la biomasse et qui aurait été émis par la biomasse, alors que le CO2 qui provient des fumées industrielles correspond à une activité humaine spécifique qui contribue au bilan des gaz à effet de serre. Donc, quelle différence sur la mise en place? Alors, à part la partie technique sur les potentiels polluants sur les fumées industrielles, hein, qui peuvent être un problème pour le système, et le bilan geste global d'une fumée industrielle ou d'un CO2 biogénique, les projets Power2Gas fonctionnent de toute façon. Ok, très bien. Merci beaucoup, Diane, pour ces réponses. Je vous propose de passer au deuxième exemple avec le projet eMove. Madeleine. Oui, donc on va donner la parole à John Biller, président de IREMIA et de eMove, qui va nous présenter cette fois un exemple de synergie entre les filières Power2Gas et pyrogazéification via ce projet donc de production d'hydrogène et de méthane à partir de déchets de bois. John, c'est à vous. Ok, bonjour à toutes et à tous. On m'entend bien? Très bien. Ok. Donc, je vais vous présenter effectivement le projet eMove, qui donc est une société qui a été créée en début d'année. Notre objectif à nous est donc à terme de produire de l'hydrogène à partir de déchets de bois de classe B. Donc, on est parti d'un constat qui indique qu'en France, si on parle simplement de notre territoire national, on enfouit à peu près 1,3 million de tonnes de déchets bois par an, sans compter ce qui peut partir à l'export pour des incinérations ou des installations de chaufferie biomasse bois B en Angleterre, en Suède, en Allemagne. Cette question de l'enfouissement du déchet bois a pour impact la pollution des sols et la pollution de la ressource en eau. Et il y a évidemment des émissions de gaz à effet de serre qui sont induites par ce stockage. Donc nous, on a décidé d'agir sur ce sujet-là, tout en permettant de produire un gaz renouvelable en local. Donc notre mission, c'est donc de produire de l'éco-hydrogène à partir de déchets de bois. Alors on parle d'éco-hydrogène. Éco-hydrogène, c'est dans le sens, c'est un peu un jeu de mots, un vocable, puisqu'on va parler d'économie circulaire. On part bien d'un déchet qu'on va valoriser pour produire un gaz renouvelable en local. Et il y a la notion d'écologie, puisque le fait d'utiliser un déchet bois nous permet de préserver les ressources naturelles de la forêt. Il y a la notion d'économie, évidemment, puisque tout ça doit rentrer dans un business model économique viable. Donc, on est vraiment dans cette notion de boucle locale et d'économie circulaire. On part d'un déchet, on produit de l'hydrogène. Et puis, si je pousse un petit peu plus loin, on peut se dire que cet hydrogène ou ce biométhane de synthèse peut permettre d'alimenter, par exemple, une flotte de véhicules qui fait la collecte des déchets de ces déchets bois qui peuvent justement servir à produire ce carburant. Voilà un peu l'idée de départ. C'est un projet qui a été créé, c'est une société eMove qui a été créée en collaboration avec le groupe IDEA. Donc, nous sommes associés à 50-50.
Il faut comprendre que IDEA, c'est une ETI de 1600 salariés qui fait à peu près 160 millions d'euros de chiffre. Moi, j'ai un petit groupe d'activité d'une quinzaine de personnes qui fait à peu près 4 millions d'euros. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles d'entreprise. Par contre, on partage les mêmes valeurs de co-entreprise et aussi d'économie au service de l'homme. C'est des choses sur lesquelles on se rejoint. Le fait de co-entreprendre sur un sujet comme celui-ci, c'est chacun a apporté des briques assez essentielles en fait à l'émergence de cette société et ce projet. Moi, dans mes activités, je fais déjà du traitement et valorisation de déchets bois. Je fais de la valorisation de déchets palettes pour du paillage, pour des aires de jeu, pour du bois énergie. Je connais la problématique des manques d'exutoires pour valoriser les bois de classe B. Et j'ai une expérience de 4-5 ans dans la pyrogazéification, mais j'étais plutôt avec une casquette d'équipementier et avec une partie R&D avec mes associés sur la conception d'unités de pyrogazéification. Donc, j'ai proposé ce projet au groupe IDEA et le groupe IDEA moi, je cherchais en fait un ou des partenaires qui avaient une certaine capacité financière, une certaine crédibilité vis-à-vis des partenaires que je pouvais avoir autour de moi, étant donné les montants d'investissement. Et surtout, je cherchais aussi quelqu'un qui pouvait être intéressé par ce type de techno. Et en fait, il se trouve que le groupe IDEA dispose parmi ses sites, dispose d'une ancienne friche industrielle d'une vingtaine d'hectares sur Montoire de Bretagne dans le 44, ancien site Céveso Seuil Bas, avec le réseau GRT et le réseau GRDF qui passent en limite de propriété. Et cette ancienne friche industrielle est destinée à devenir un écoparc, c'est-à-dire qu'il y a 7 ans, il y a déjà eu une centrale photovoltaïque de montée en toiture, une centrale de 700 kW. Il y a un méthaniseur qui est en cours de construction. Nous, on va monter notre unité de production de biométhane à partir de bois B. On envisage, j'y reviendrai par la suite, mais déjà la deuxième unité qui sera destinée à de la production 100% d'hydrogène. Et il y a également un projet de gazéification hydrothermale pour valoriser des bouts de steppe, tout ça sur ce même site. Et on étudie évidemment les synergies qu'il peut y avoir de valorisation de CO2 du méthaniseur pour, de notre côté, augmenter notre production de CH4. Pourquoi pas fournir en chaleur le méthaniseur, pourquoi pas fournir la gazéification hydrothermale avec les chars issus de notre gazéification. Voilà, tout ça, l'objectif est de maximiser, optimiser les synergies possibles entre les différents projets sur ce site. Tout ça nous permettra en fait de bénéficier d'un site vitrine pour évidemment déployer, dupliquer notre modèle. Donc, notre organisation, je l'ai dit, on est basé dans le 44. C'est une société qui démarre avec des capitaux propres de 200 000 euros à 50-50, apportés aussi bien par IDEA que par mon organisation. Les soutiens que nous avons actuellement, c'est la région Pays de la Loire, dans laquelle nous sommes implantés, BPI France. On a postulé à différentes choses. On est en train voilà, certaines choses ont été validées, mais notre dossier doit passer en instruction. En tout cas, on a un soutien. On a un soutien de la part de ces instances-là. Et GRDF, puisque c'est le réseau qui a été choisi pour l'injection pour des raisons techniques. Donc, c'est le réseau qui a été choisi pour l'injection de notre biométhane de synthèse. Alors, nous, dans la notion de process, la stratégie qui a été proposée et adoptée chez eMove, c'est nous ne sommes pas des équipementiers, on ne fait pas de R&D au sens propre du terme, on n'est pas des équipementiers. On veut se positionner en tant que producteur de biométhane ou biohydrogène de synthèse. Donc, la stratégie a été plutôt de s'orienter vers un assemblage de technologies matures, TRL 8.9, et permettant en fait d'accéder facilement et rapidement au marché. Donc, on s'entoure de partenaires techniques à ce sujet. Alors, si tu peux revenir un petit peu avant, David.
Voilà. Donc, notre première unité, donc, comme c'est indiqué, démonstrateur industriel d'injection de méthane de synthèse par pyrogazéification de déchets bois. En fait, ça correspond, donc vous avez une petite photo qui indique en fait l'écoparc de la Barillée à Montoire de Bretagne. Notre objectif, c'est de travailler en 2 étapes. La première, c'est d'accéder rapidement au marché et faire preuve de concept de production de biogaz de synthèse à partir de déchets bois B, en accédant rapidement en fait, au marché avec de l'injection de biométhane de synthèse sur le réseau. Par précision, comme le disait Diane tout à l'heure, comme tous les autres aujourd'hui, nous sommes obligés de passer par un cadre dérogatoire nous permettant réglementairement en fait, d'injecter du biométhane issu d'autre chose que de la méthanisation sur le réseau. Et nous avons les mêmes problématiques. Aujourd'hui, il n'y a pas de tarif lié en fait, au rachat de notre gaz. On est en train de travailler là-dessus. La partie dérogation concernant l'injection sur le réseau est validée puisque nous avons notre projet est lauréat dans le cadre de l'appel à projet bac à sable réglementaire qui a été lancé par la CRE fin 2020. Donc, on passe à l'étape bouclage du business model aujourd'hui avec la vente de notre gaz. Il y a encore des discussions, effectivement, et des sujets à pousser de ce côté-là. Donc, première étape, c'est une unité destinée à faire 100% de biométhane de synthèse. Et en parallèle de ça, nous commençons à travailler à faire émerger des usages hydrogène au sein du groupe IDEA, qui fait de la logistique, du transport. Et on va travailler aussi avec les collectivités locales et d'autres industriels, de sorte à faire émerger des usages et des besoins en hydrogène sur le territoire, de sorte à pouvoir implanter avec un décalage de à peu près 18 mois, 18 à 24 mois maximum, une deuxième unité sur le même site qui sera, elle, destinée à produire 100% de l'hydrogène, avec peu de chances que ce soit de l'injection sur le réseau, mais qu'on soit plutôt sur des usages liés à la décarbonation de l'industrie ou la mobilité. Notre fonctionnement, donc nous, on a fait le choix technique, l'orientation technique, de partir sur un gazéifieur qui, au moment de l'oxydation, sera alimenté en oxygène pur et non pas en air ambiant. Ça coûte plus cher, mais ça nous permet en fait d'avoir une qualité de gaz vraiment bien en fait en sortie de gazéifieur. Et on vient combiner gazéifieur et électrolyseur de sorte à avoir en sortie de gazéification et de water gas shift en fait assez de molécules d'hydrogène pour faire notre enrichissement en CH4 au moment du méthaneur. Et ça nous permet, sorti d'électrolyseur, d'avoir aussi un oxygène qui est quelque part un produit résiduel de l'électrolyse, nous permettant d'alimenter le gazéifieur. Et tout ça, en fait, en fonction de ce que l'on veut faire à la sortie, soit CH4, que CH4 ou hydrogène, on travaillera un peu différemment pour la deuxième unité, évidemment. Et puis, en fonction de, si par exemple, je veux valoriser l'ensemble du CO2 de mon gazéifieur, je vais peut-être venir diminuer en fait la quantité de bois intrante et augmenter la puissance de mon électrolyseur pour au final ne plus avoir de CO2 renouvelable en sortie. Voilà, on est en train de regarder un petit peu comment optimiser le modèle de ce côté-là. Voilà, le calendrier, nous, donc c'est une toute jeune société qui a été créée en janvier 2021 de cette année. La genèse du projet, moi, quand je l'ai présenté au groupe IDEA, c'est décembre 2019. Le courant 2020, bon, il y a eu l'année que tout le monde a connue, avec un peu de perturbation, mais au final, pour un projet comme le nôtre, il y a eu des effets collatéraux accélérateurs, je dirais. Notre dossier éligible à l'appel à projet creux bac à sable réglementaire a été un point d'étape important sur lequel on se devait d'être lauréat pour pouvoir passer à l'étape suivante. Donc, suite à ça, on a donc décidé de créer la société. On a démarré notre étude de faisabilité, donc c'est l'équivalent d'un avant-projet sommaire, donc on a démarré fin février.
Il y en a à peu près pour 3 mois. Et donc, courant mai, on aura l'ensemble des éléments technico-économiques, réglementaires et environnementaux nous permettant de définir précisément l'enveloppe du projet, son implantation, le dossier ICPE, voilà, un certain nombre d'éléments. Et pour ensuite passer à la phase investissement, on aura la notion de dossier ICPE à régler et la vente de notre gaz aussi à régler entre-temps. Et notre objectif est de mettre en construction début 2022 pour une exploitation début 2023. J'en ai terminé. Je vous remercie en espérant d'avoir été assez clair. Merci beaucoup, John, pour cette présentation très claire et très complète. Alors, j'ai une question dans le chat. Quelle technologie de gazéification a été retenue? Alors, on est sur un LiFix co-courant. Voilà, et pour l'instant, on est encore à définir, même s'il y a des orientations qui se profilent, nous n'avons pas encore fait le choix définitif du type de gazéifieur qui sera utilisé. Est-ce que vous pouvez donner la puissance de l'ensemble? Alors, on sera sur une installation de l'ordre de 4 à 5 mégawatts au niveau gazéification et on devrait produire en tout et pour tout entre 4 et 500 normomètres cubes de gaz en sortie. Moi, j'aurais une dernière question. Donc, est-ce que vous pouvez revenir rapidement sur la maturité des technologies? Concrètement, dans toutes ces briques technologiques, qu'est-ce qui est mature, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est innovant dans ce projet? Alors, ce qui est innovant, c'est plutôt la notion d'assemblage dans l'ensemble de ces briques technologiques. Il y a clairement là une question d'innovation par rapport à ça. Les briques technologiques les plus matures, ça reste le gazéifieur, la partie électrolyse, la partie épuration du gaz. Après, là où on est effectivement sur des briques qui sont encore assez novatrices, mais qui arrivent à des niveaux de TRL assez intéressants, ça reste la partie méthanation. Voilà, mais on n'est pas sur des choses sorties du laboratoire. On commence à avoir des briques technologiques qui tiennent la route et qui ont commencé à faire leurs preuves. Merci beaucoup, John. Merci pour cette présentation. David, je te laisse introduire les intervenants. Effectivement, avant d'introduire la troisième illustration de ces couplages de synergie entre les filières gaz vert, je voulais accueillir très chaleureusement Monsieur Laurent Géraud. Voilà, on vous a vu. Bonjour à tous. Nous avons le Excusez-moi plaisir je vais en dire un d'accueillir mot tout à l'heure. Merci. cette conférence et table ronde, qui nous donnera tout à l'heure son point de vue et qui suit attentivement, j'en suis sûr, nos échanges. On vous donnera tout à l'heure la parole en tant que grand témoin. Et donc, avant ça, donc la troisième effectivement intervention, avec la présentation du projet Cometa. Et donc, on a le plaisir d'accueillir Madame Nathalie Amiot, qui est responsable de projet au SICTOM, et également Monsieur Arnaud Diarra, qui est chef de projet au bureau d'études CETEC, qui accompagne ce projet Cometa. Vous avez la parole. Bonjour, bonjour à tous. Donc le projet Cometa qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Arnaud Diarra est un projet d'opérateur public francilien, donc sur la région parisienne, et avec deux compétences qui sont complètement différentes et qui répondent à une approche, je dirais, territoriale, qui répond à, entre autres, au développement d'une énergie renouvelable. Donc que ce soit au niveau territorial lié à tous les plans climat, air, énergie de la région, mais également qui répond aussi à des objectifs de développement durable qui, entre autres, sont liés à l'échelle mondiale, donc aux 17 ODD de l'agenda 2030. Et pour nous, c'était important de s'inscrire dans cette dynamique et de s'inscrire dans une approche qui était intersectorielle, une approche, je dirais, de recherche, de développement de solutions nouvelles et d'avoir une réflexion collective entre deux grandes entités publiques, l'une pour le SIAP qui est dans le traitement des eaux usées, l'autre pour le SICTOM qui est dans le traitement des déchets ménagers. Donc deux compétences différentes, mais deux compétences avec des caractéristiques communes, c'est-à-dire qu'on a des ressources organiques et qu'on veut mettre justement, qu'on veut traiter au meilleur coût, donc pour
et pour également un meilleur service pour nos usagers, mais c'était également aussi pour pouvoir répondre à un enjeu, je dirais, au service du climat et aussi au niveau de la ville intelligente, à savoir comment on peut travailler, comment on peut avoir ces réflexions collectives, co-construire un projet local qui participait entre autres à la transition énergétique et pour produire une énergie non fossile. Donc pour ça, c'était pour nous essayer de travailler, de trouver un outil, une filière de traitement qui permettait de développer de nouvelles solutions innovantes et de pouvoir traiter ce mélange d'intrants avec des caractéristiques communes. Donc, comme je vous disais, l'un qui est un déchet liquide, donc lié au métabolisme humain, et l'autre un déchet plus solide qui est issu des poubelles, parce qu'on jette tous autant que l'on est. Donc, c'était d'avoir cette synergie entre ces deux institutions, mais également avec ces deux ressources organiques que l'on a. Et donc, les deux opérateurs publics ont travaillé sur un modèle, une filière de traitement pour pouvoir répondre à tous ces enjeux et pouvoir répondre à toutes les attentes. Alors, effectivement, boue et puis déchets issus des poubelles. Pourquoi? Parce que ressources organiques, ressources très riches en carbone. Et ce carbone, effectivement, c'était de pouvoir le transformer en un maximum de gaz, donc de gaz vert, et qui soit issu directement de méthanisation ou issu de différents procédés de pyrogasification. Je laisse la parole à Arnaud. Donc, je suis Arnaud Diarra de CETEC Énergie Environnement. Je suis chef de projet sur le projet Cometa aux côtés donc, du CICTOM et du SIAP. Nous avons été retenus pour accompagner ce projet car on a déjà des références en méthanisation territoriale et des bouts de steppe, notamment le CVO de Lille, la steppe de Marquette, un projet pour la Mardel et la steppe d'Achères. Et donc, dans le cadre de ce projet, on a accompagné Nathalie et les gens du SIAP à l'organisation et au pilotage du projet, à la validation des livrables. Nous étions également le garant de la qualité technique et nous assurions le suivi administratif et financier. Et nous étions également en collaboration étroite avec les AMO de communication, les AMO juridiques et les AMO sur les aspects plus innovation, qui est une particularité forte de ce projet. Donc le projet Cometa, comme je vous disais, on est deux entités publiques avec des déchets différents, déchets liquides et déchets solides. Donc la particularité, c'était de pouvoir avoir des déchets qui sont représentatifs, je dirais, de nos besoins de traitement actuels et puis futurs. C'était d'avoir une combinaison de ces différents intrants, que ce soit en termes de proportion, en termes, je dirais, de typologie de déchets. Et ça, c'était en vue d'obtenir des meilleures performances et de pouvoir obtenir, je dirais, un mixte de ces intrants qui permettait entre autres d'aller dans le sens, je dirais, de la production d'une énergie locale, donc avec la production effectivement d'une énergie renouvelable liée à ces déchets, et puis également de pouvoir aussi avoir une valorisation matière avec une récupération des nutriments qui était très important pour le SIAP pour éviter justement d'avoir des eaux assez chargées en retour. Donc, c'est le projet Cometa. Donc, comme vous l'avez vu, un mélange d'intrants. Donc, ces intrants, fractions organiques résiduelles issues d'un tri des déchets ménagers. C'est également du fumier équin. Et pour la partie liquide, ce sont les boues des eaux usées traitées et puis également les graisses issues de l'épuration. Et on est considéré que ce mélange d'intrants était susceptible de déboucher sur un bilan énergétique favorable, c'est-à-dire que l'on souhaitait, on voulait démontrer que 1 + 1 était supérieur à 2, pouvait faire 3, voire même 4. C'est-à-dire que ce mélange d'intrants traité ensemble, en ayant en plus des intrants qui sont quand même assez proches, avec des caractéristiques communes, pouvait avoir un rendement meilleur, avoir des performances meilleures que si on les traitait séparément. Et donc, ça, c'était un des points importants, je dirais, dans la définition dans le cahier des charges, c'était
de pouvoir démontrer la pertinence de ce mélange d'intrants et de pouvoir développer aussi et pouvoir faire appel à des solutions innovantes. Donc, c'était effectivement avec des procédés existants qui pouvaient être très bien optimisés, mais également pouvoir avoir des technologies nouvelles qui pouvaient répondre aux enjeux que l'on souhaitait et entre autres aux objectifs que l'on avait fixés. Et parmi ces objectifs, c'était entre autres la productivité en méthane qui devait être supérieure à 100%, parce que comme je vous le disais, on supposait que ce mélange d'intrants allait produire beaucoup plus de méthane que si on les traitait séparément. Mais c'est également du fait des technologies qui étaient proposées aussi, qui pouvaient nous permettre d'avoir cette productivité supérieure. Et puis, c'était vraiment de se dire, on part du postulat que l'on travaille avec un mélange d'intrants, avec des intrants qui sont considérés comme étant moins nobles, par exemple, que de la biomasse pure, c'est-à-dire aussi bien du biodéchet trié à la source dans le cas de certaines méthanisations, mais également des matières autres, du bois, des résidus pailleux et autres. Et c'était de se dire, on travaille plus avec des déchets qui aujourd'hui sont remis en cause, et entre autres le digestat issu de la méthanisation de ces intrants est souvent remis en cause, et on est parti du postulat que l'on ne voulait pas de retour au sol de ce digestat, comme vous l'a présenté Madeleine tout à l'heure, mais de pouvoir épuiser encore tout le carbone qui se trouvait dans le digestat et de pouvoir le transformer en maximum en gaz vert, et donc de produire, je dirais, et de verdir les réseaux existants. Et puis, en plus, le fait de trouver des procédés qui travaillaient encore cette matière, ce digestat, c'était aussi de minimiser les quantités de sous-produits que l'on aurait à la fin de tous ces technologies. Donc, parmi toute une autre, je dirais, un autre objectif de ce partenariat, c'était effectivement, plus on rajoute, on le sait très bien, différents équipements, c'est très souvent, ils peuvent être consommateurs d'énergie. Donc, c'était aussi, il fallait que cette filière de traitement, cette accumulation de différentes technologies puisse avoir un bilan énergétique qui soit positif. Et ça, c'était un des critères assez importants également de notre partenariat d'innovation. C'était un des objectifs qui n'arrivait pas en première ligne, mais qui comptait quand même énormément et qui permettait effectivement de pouvoir juger quelle était la consommation des différentes technologies qui nous seraient proposées. Et puis évidemment, c'était pour nous, je dirais, une des ambitions effectivement de Cometa, c'était de pouvoir aider au développement je dirais, de nouvelles filières, mais également de pouvoir travailler, pouvoir développer, aider à des expérimentations, aider la recherche, aider à faire travailler aussi des acteurs qui n'avaient pas l'habitude de travailler ensemble, donc des grandes entreprises, des PME, des startups, des universitaires. Donc, c'était de pouvoir faire travailler tous ces acteurs. Et aujourd'hui, on peut dire, et vous allez le voir un peu plus loin, c'est qu'aujourd'hui, on a réussi à pouvoir faire travailler l'ensemble de ces acteurs. Et pour nous, c'était aussi très enrichissant. Tout à fait. Je confirme d'ailleurs, la première fois que j'ai entendu parler du projet Cometa, on m'a expliqué que c'était le projet où tout le monde avait gagné. Et c'est vrai qu'il y a énormément d'acteurs qui ont travaillé autour de Cometa. Et pour bien connaître la filière, notamment méthanisation, ça a profité vraiment à l'ensemble des acteurs de cette filière. Et je pense que c'est également le cas pour les filières pyrogazéification et méthanation. Alors, une fois qu'on a dit ça, où sont les idées à développer autour de Cometa? Donc, les grandes étapes sont rappelées ici. Nathalie en a déjà un petit peu parlé. Donc, il y a la question des synergies autour des intrants. C'est vrai qu'on a d'un côté une FOR qui va avoir un taux de matière sèche important qui peut compliquer parfois un peu la méthanisation, mais qui a un potentiel méthanogène très intéressant. Et de l'autre côté, les bouts de steppe qui, elles, sont très liquides, mais par contre, qui peuvent être parfois un peu coûteuses à traiter. Donc, il y a une première investigation qui a été faite autour de la préparation des intrants, de leur pré-traitement, notamment autour des étapes d'hydrolyse dans les étapes biochimiques. Ensuite, il y a eu pas mal de travail autour de la méthanisation en tant que telle sur la transformation du carbone labile, puisque c'est vraiment l'enjeu. En fait, on parle du projet Cometa parce qu'au départ, on imaginait cette étape de méthanisation
comme prépondérante pour transformer le carbone, mais finalement, on est essentiellement sur le carbone, on est sur le carbone labile, le carbone dégradable par voie biologique. Derrière, on a une étape de traitement du digestat avec les procédés de pyrogazéification ou les procédés thermochimiques, où là, on va attaquer le carbone plus réfractaire. Et donc, il y a une vraie synergie, c'est pour ça que j'insiste sur ce point-là, parce que c'est tout à fait l'enjeu d'aujourd'hui. Il y a une vraie synergie entre ces deux étapes. D'un côté, la méthanisation, on est sur le carbone facilement dégradable, les chaînes carbonées relativement courtes. Et pour l'étape plus pyrogazéification, on va attaquer la biomasse lignocellulosique, le bois, ce genre d'éléments, donc des chaînes carbonées beaucoup plus longues, qui ne seraient pas dégradables en méthanisation. C'est pas fini, tout à fait, pardon. Je suis un peu long peut-être sur cette slide. Donc, l'objectif de cette étape thermochimique, c'est de réduire. Un des objectifs importants aussi, c'est étant donné qu'on ne veut pas de retour au sol, il faut réduire la quantité de résidus. Il y a eu du travail sur la valorisation des gaz produits, notamment des candidats qui ont proposé de la méthanation. Et enfin, sur le traitement de la phase liquide, dans cette phase, il reste des nutriments. Et donc, on ne veut pas de retour au sol direct des digestats, mais ça n'empêche qu'on a beaucoup travaillé sur la récupération des nutriments, et notamment de l'azote et du phosphore. Vous pouvez passer à la slide suivante. Donc, je vais vous présenter maintenant la phase 1. La phase 1, son objectif, c'était de réaliser des essais en laboratoire, puisque, en fait, Cometa, c'est un partenariat d'innovation. Cela signifie que le besoin exprimé par le maître d'ouvrage n'existe pas sur le marché. Donc, tout est à écrire, entre guillemets. Et donc, pour créer la solution de traitement, il y a eu un certain nombre d'étapes à réaliser, un certain nombre d'essais à réaliser sur les différentes briques qui constituent ces systèmes de traitement pour arriver finalement à un procédé global constitué de ces différentes briques. Et donc, pour cela, il y a une première étape d'échantillonnage et de caractérisation des intrants. Ensuite, les candidats ont défini chacun leur système de traitement pour répondre aux objectifs que Nathalie vous a présentés. On a ensuite défini un protocole expérimental parce qu'il y a un gros enjeu derrière, c'est qu'il fallait une égalité de traitement entre les candidats et des résultats qui soient comparables entre eux. Ensuite, les candidats ont réalisé les tests en laboratoire. Il y a eu un travail également sur la propriété intellectuelle, puisqu'on fait émerger des innovations. Et donc, il y a un enjeu derrière de la propriété de ces innovations qui a été géré à la fois pour les maîtres d'ouvrage et pour les candidats. Enfin, une fois avoir réalisé tous ces essais, les candidats ont réalisé un avant-projet sommaire des pilotes qui était le livrable final de cette étape de phase 1 et sur lequel ils étaient jugés pour savoir s'ils allaient ou non en phase 2. Donc ensuite, nous avons accompagné les maîtres d'ouvrage sur la sélection d'un ou deux groupements pour la phase 2. Il s'est avéré qu'on a retenu 2 groupements et nous avons ensuite choisi les sites d'implantation pour les pilotes qui allaient être construits. Alors, un petit focus encore sur le traitement de la phase solide, parce que je pense qu'il y a peut-être pas mal de gens autour de la table qui suivent les enjeux de pyrogazéification. Donc, je l'ai déjà dit, et Nathalie aussi, c'était parce qu'on a tout de suite décidé de ne pas avoir de retour au sol direct du digestat pour tenir compte notamment des évolutions réglementaires sur le sujet. Et voici les réponses qui ont été apportées par les différents candidats. Donc, du côté du candidat Suez, on avait une pyrolyse complète. Je passe sur les étapes de préparation, séchage, mais on avait essentiellement une pyrolyse complète à 850 degrés et une méthanation biologique pour maximiser encore la production de biométhane. Côté Guy Contilia, une première étape de préparation au travers d'une carbonisation hydrothermale et ensuite une gazéification de l'hydrochar et là aussi une méthanation biologique.
Côté Vinci, on était sur une gazéification en eau supercritique qui produisait donc une eau claire et une saumure. Et côté John Cockerill, on est sur une pyrolyse à haute température et en phase 1 a été, ça c'est le procédé qui a été retenu pour la phase 2, mais il a également été testé une torréfaction sur un four à sol. Donc maintenant, nous sommes arrivés à la phase 2. Alors, il y a quand même un point que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce projet Cometa s'inscrit dans le cadre d'une procédure qui est issue des codes des marchés publics en 2014, qui s'appelle le partenariat d'innovation, et qui permet d'avoir une décomposition, je dirais, de ce projet en 3 phases. Donc, une phase de recherche et développement, ça c'était la phase 1, une phase 2 qui est la conception, construction et exploitation de 2 unités pilotes, donc des pilotes industriels. Et à l'issue de cette phase, donc comme vous avez vu, la phase 1, il y avait 4 titulaires qui travaillaient en totale concurrence. Une phase 2 qui nous a permis de sélectionner, donc où on a sélectionné 2 titulaires sur les 4 au vu de tous les critères, des objectifs que l'on s'était fixés. Et à l'issue de cette phase 2, qu'on va vous détailler, il y a la possibilité de poursuivre ou non en phase 3, c'est-à-dire la phase unité industrielle, et donc de choisir un des 2 titulaires que vous voyez à l'heure actuelle sur la carte. Donc, une fois que l'on avait sélectionné les 2 titulaires, il fallait désigner les sites sur les installations du SIAP où on pourrait installer ces unités pilotes. Et il y a 2 sites sur les 6 installations du SIAP qui ont été sélectionnées. Une complètement à droite que vous voyez sur l'unité Seine-Valenton, où le groupement John Cockerill, Source, Uni-la-Salle et l'UTC de Compiègne vont réaliser, vont construire, exploiter une des unités pilotes. Et puis une deuxième unité pilote qui va être construite et exploitée à Seine-Grésillon dans les Yvelines, et donc réalisée par le groupement Gicon France Biogaz, Tilia, DBFZ et Fraunhofer. Donc on a 2 groupements européens, franco-européens, donc l'un qui est franco-allemand pour le groupement Gicon Tilia, et l'autre John Cockerill Source qui est un groupement franco-belge. En ce qui concerne l'unité pilote de Seine-Grésillon, donc qui va être construit par le groupement Gicon Tilia. Donc il s'agit, comme je vous le disais, d'une filière de traitement avec différents équipements. Donc comme on vous l'a expliqué, vous avez vu le synoptique tout à l'heure qui vous indiquait toutes les différentes phases et différentes étapes de cette filière de traitement. Donc aujourd'hui, on a des déchets liquides et solides qui vont être mélangés en vue d'une méthanisation. Donc, méthanisation par voie sèche. Donc, il y aura à peu près 1 tonne jour qui sera méthanisée dans le cadre de cette unité pilote. Et à l'issue de toute méthanisation, et vous connaissez tout à fait, je dirais, le procédé, c'est qu'il y a une production de biogaz et puis pour la partie gazeuse et pour la fraction solide, un digestat. Ce digestat, comme je vous l'ai déjà indiqué, on est parti du postulat du fait du caractère, je dirais, des intrants qui sont mélangés, caractère que l'on peut considérer déchets comme étant pollués. Nous avons décidé qu'il n'y avait aucun retour au sol de ce digestat, et donc de pouvoir avoir des procédés innovants qui puissent au maximum transformer encore tout le carbone qui est présent dans le digestat et le transformer en un gaz qui pourrait être valorisé à terme. Et donc, ce digestat, dans le cadre de l'unité pilote de Seine-Grésillon, va subir une partie de déshydratation-séchage, donc liée par en carbonisation hydrothermale, où on va avoir à nouveau 2 résidus, donc un résidu solide qui est l'hydrochar et un résidu liquide qui est riche en nutriments. Donc, en ce qui concerne le résidu solide, l'hydrochar, lui, va être séché, va être broyé et va être gazéifié dans une gazéification qui, pour l'instant, il y a 2 procédés qui sont en vue de la part du groupement. Donc, un procédé à 900 degrés et donc qui va permettre d'avoir un mélange assez riche en hydrogène, en CO2, également en monoxyde de carbone et puis en vapeur d'eau. Et puis,
ce mélange va être à nouveau, je dirais, enrichi dans un procédé de water shift, va être enrichi en hydrogène pour pouvoir à terme passer dans un procédé de méthanation à 55 degrés pour pouvoir produire un maximum de méthane de synthèse. En ce qui concerne les fluents liquides, eh ben, on récupérera les nutriments, donc le phosphore de façon une solution électrochimique et une solution chimique. Donc, il va y avoir deux procédés différents qui vont être appliqués pour récupérer le phosphore. Et en ce qui concerne l'azote, il y aura un seul procédé qui est un ajout de différents réactifs. Voilà pour la partie l'unité pilote Seine-Grésillon. Pour l'unité pilote Seine-Valenton, avec le groupement franco-belge, donc on a, à l'inverse de Seine-Grésillon, c'est là une méthanisation en voie liquide, puisque comme vous l'avez compris, donc il y a différents intrants, il y a des boues, il y a de la fraction organique. En fonction des quantités qui vont être mélangées, donc je dirais les 4 titulaires avaient travaillé sur des quantités différentes d'intrants et donc avaient défini une méthanisation ou en voie sèche ou en voie liquide. Pour l'unité pilote de Seine-Valenton, c'est une méthanisation en voie liquide et puis le titulaire avait travaillé en se disant qu'il était préférable du fait des réactions biochimiques qu'il peut y avoir dans chaque réacteur, c'était de se dire les réactions peuvent avoir lieu dans un ou dans 2 réacteurs pour avoir une meilleure dégradabilité. Et donc, le groupement John Cockerill Source a travaillé sur une méthanisation biétagée, c'est-à-dire qu'on a 2 réacteurs successifs, un réacteur en thermophile et un réacteur mésophile, et avec une recirculation du digestat par une boucle et qui permet encore plus, je dirais, de transformer la matière et de récupérer le carbone. À partir de là, comme un peu tous les autres procédés, on a une partie de séchage pour avoir une presse à vis et puis un séchage pour avoir un digestat déshydraté et un digestat séché pour pouvoir après alimenter une pyrolyse à haute température de l'ordre de 900 degrés, donc sans excès d'oxygène et avec des productions de fumée et de cendres. Et puis un effluent liquide également traité pour pouvoir récupérer l'azote, entre autres par stripping. Donc, Nathalie, je suis oui, désolé. j'ai terminé. Voilà. Pour terminer, juste le calendrier pour vous montrer, mais vous le verrez quand vous aurez les slides. Donc, avec les 3 phases bien définies, le nombre de titulaires que l'on garde à chaque phase et avec le calendrier pour toute la partie phase 2, puisque nous avons une conception, construction, exploitation, une exploitation contractuelle de 1 an avec le titulaire et après de 2 ans supplémentaires pour le SIAP et le SICTOM pour tester de nouveaux intrants ou en quantité différente. Merci. Voilà, merci beaucoup Nathalie, merci Arnaud pour cette présentation très complète et très inspirante. Maintenant, on n'a plus trop le temps pour les questions, le temps a un peu filé. Je vais laisser la parole à monsieur Laurent Géraud qui nous a rejoint. Donc bienvenue et merci d'être avec nous. Donc, vous êtes membre du conseil régional de la région Pays de la Loire, délégué à l'environnement, à la transition énergétique, la croissance verte et au logement. Et donc, voilà, nous sommes tout à votre écoute pour avoir un peu votre regard sur cette session, sur les développements des gaz verts en région et puis également les synergies dont on a pu parler aujourd'hui. Merci. Bonjour à tous. D'abord, merci de l'invitation. Je salue Paul et ses équipes parce que c'est vrai qu'on aurait bien aimé pouvoir se retrouver en présentiel sur ce salon qui se développe de plus en plus et qui démontre la qualité des projets et dynamique territoriale liée à ces projets et aussi l'ambition des entreprises sur ce sujet du gaz. D'abord, pour vous dire que dans un contexte un peu difficile, je ne reviens pas sur le texte de loi, mais le contexte difficile général, en région, j'ai la chance de présider aussi la commission transition énergétique à Région de France. Donc, je parlais aussi au nom d'un certain nombre de mes collègues d'autres régions. Les régions françaises croient au gaz, et notamment au gaz vert, et dans un contexte qui parfois peut interroger, l'ambition des régions dans le cadre des SRADET et notamment sur le gaz vert a été réaffirmée dans la plupart des collectivités locales
Nous, en région Pays de la Loire, notre ambition est très clairement affichée parce qu'on a une conviction, c'est que le mix énergétique, et c'est ce qui nous permettra d'atteindre l'objectif d'une région décarbonée et une région à énergie positive, comme c'est inscrit dans notre document de planification et les engagements que nous avons pris. Mais ces engagements, ils passent par les outils qu'on met en place, et c'est là où c'est intéressant, c'est comme ça que je l'entends, la table ronde de cet après-midi, c'est-à-dire que ça rejoint l'ambition portée sur la transition énergétique, mais ça rejoint aussi, et je vais m'attarder un peu sur le sujet, l'ambition portée par les régions en tant que développement économique, en termes de formation, en termes de transport et de mobilité, en termes d'usage. Et c'est un premier rappel que je vous fais, c'est hyper techno. Il faut absolument que vous donniez du sens à ce qu'on fait là. C'est-à-dire, il faut vraiment qu'on écrive l'histoire du gaz vert. Pourquoi? Les enjeux, vous les connaissez. Je l'ai dit, par rapport à la décarbonation, par rapport à l'enjeu d'énergie positive, par rapport aussi à l'enjeu du stockage, qu'on ne réussira la transition énergétique que si on est capable, en conjointement à la production, d'y associer les enjeux de réseaux énergétiques intelligents, notamment les réseaux de distribution et de transport du gaz. Je pense que c'est un vrai sujet. Au passage, je viens d'avoir une info. La CRE vient d'accepter une expérimentation sur le gaz de synthèse, le méthane de synthèse, qui va intéresser. Donc là aussi, on a un rôle à jouer, nous, région, comment on va négocier, vous accompagner auprès des organismes tels que le ministère, la DGEC ou la CRE, pour avoir des possibilités de dérogation. Fin de la parenthèse. Tout ça pour vous dire que les outils, c'est ceux que nous essayons de mettre en place en vous accompagnant au titre de nos politiques de développement économique, de l'innovation, dans les expérimentations, qu'elles soient portées par des collectivités locales ou portées par les entreprises. eMove a été cité. Il y a d'autres intervenants ligériens. Il y a Kéros, je crois, Jean Foyer est intervenu dans une autre séquence depuis le début de la semaine. Bref, on voit bien qu'il y a un enjeu énergétique, mais il y a aussi un enjeu d'innovation très fort, et je dirais même qu'il y a un enjeu d'emploi à moyen terme, très clairement identifié par rapport à ces questions de gaz vert. Alors, la question qui est posée des synergies, en fait, on voit bien qu'il y a une synergie déjà dans les différents usages. Je préside une structure qui s'appelle SMILE sur les réseaux énergétiques intelligents, avec mon homologue breton, qui au départ était uniquement ouvert au réseau électrique. Et très vite, on s'est rendu compte qu'il y avait un enjeu aussi sur le gaz. L'ambition nigérienne, par exemple, portée par les réseaux de distribution et de transport, c'est d'avoir 30% de gaz vert d'ici 2030 en Pays de la Loire. C'est dire la dynamique qui est portée sur les territoires sur ce sujet. Après, nous, on est ouvert à vraiment l'expérimentation, l'innovation. Vous avez bien fait apparaître les capacités de synergie possibles. Nous, on y croit parce que c'est une synergie dans les capacités qu'on aura à mutualiser, à former, sans doute aussi à aller chercher des dérogations ou des expérimentations juridiques par rapport à la CRE, comme je l'ai cité, ou d'autres partenaires. Bon, bref, ça, c'est votre job, et nous, on est prêts à vous accompagner, territoire, sur ces questions-là, pour consolider la place du gaz du gaz vert dans le mix énergétique des territoires. Je finirai sur un point qui me paraît majeur, c'est la question des usages derrière. C'est-à-dire qu'on est très concentré sur les questions de production, et c'est l'objet de la table ronde, donc ce n'est pas le sujet, mais il faut vraiment qu'on mette en perspective les enjeux de production, distribution, transport intelligent et usage, de manière à donner du sens aux politiques qu'on met sur le gaz. D'autres filières ont su le faire. Peut-être que le gaz n'a pas suffisamment su le faire. En tout cas, on est vraiment à vos côtés pour essayer de développer. Et puis, je le dis, je pense, contrairement à certains alertes de certains textes, notamment liés au bâtiment, je pense qu'il y a un certain nombre de planètes qui s'alignent. On voit très clairement que la mise en place du plan de relance sur l'hydrogène, qui est porté par les régions, la région Pays de la Loire est très moteur sur le sujet, mais toutes les régions le sont,
et le plan de relance hydrogène au niveau national ou européen fait que c'est l'ensemble de la filière gaz qui peut être impactée, me semble-t-il. Je ne suis pas un grand technicien, mais je vois bien que les projets qui sont portés sont quand même à moyen terme en termes de financement et d'écosystèmes industriels, voire de business plans sont portés notamment par le passage à l'hydrogène à un moment ou un autre, que ce soit en termes de production ou en termes d'usage. Et donc, c'est une opportunité pour l'ensemble de la filière gaz de se positionner durablement parce que les financements sont là et qu'il y a une forme de mobilisation de l'ensemble des territoires, collectivités et l'ensemble des entreprises, des écosystèmes industriels sur ces questions-là, et que l'innovation liée et les synergies possibles entre les filières classiques de production de gaz méta et celles qui sont en train d'émerger et qui portent les enjeux à moyen terme de l'hydrogène ont tout leur sens dans l'écosystème territorial qu'on est en train de déployer dans le mix énergétique et les enjeux de mobilité notamment, mobilité terrestre, mais je vous le dis clairement, que nous sommes en train de travailler sur les territoires comme les nôtres, à la mobilité maritime, la mobilité ferroviaire et la mobilité aérienne. Donc, c'est un enjeu considérable pour les industriels du secteur, tant en termes de production que d'usage. Et puis, il faut oser le dire aussi, en termes de devises pour l'Europe, pour les Européens en général et pour la France en particulier, puisque en gros, c'est entre 50 et 60 milliards qui sortent chaque année de devises pour aller chercher de l'énergie fossile. Si on peut faire en sorte qu'on aille vers une énergie décarbonée, que ça soit gaz ou électrique ou mixte, peu importe, qui tend à investir sur notre territoire et non pas faire sortir les devises, c'est autant de milliards qui contribuent à la dynamique territoriale et à l'émergence d'emplois et de filières sur nos territoires. Donc, voilà ce que je voulais vous donner. C'était plutôt un signe extrêmement positif dans un contexte un peu compliqué pour certains par rapport à la filière gaz. Moi, j'y crois beaucoup. Mes collègues aussi des régions de France y croient beaucoup. Ils vous accompagnent pour beaucoup d'entre elles. Je suis persuadé que l'année prochaine, on sera présent à Nantes, Paul, avec l'ensemble des acteurs de la filière gaz et que la part synergie sera de plus en plus développée. Alors après, se pose toujours la question du modèle économique qu'il y a derrière, mais là, on est dans des logiques de démonstrateurs ou de projets à l'étape 1. Il faudra qu'on soit en capacité de voir quels sont les modèles économiques qu'il y a derrière, et je crois que les synergies possibles sont des moyens justement d'aller chercher des modèles économiques et surtout de les adapter en fonction des besoins. On voit très clairement que, par exemple, chez eMove, si j'ai bien compris ce que nous a présenté John, et c'est aussi pour ça qu'on y est allé dans le soutien, c'est qu'il y a une partie méthane dans un premier temps, avec toujours des logiques initiales de déchets ou biodéchets ou déchets globalement. Et puis derrière, à moyen terme, l'émergence de l'hydrogène avec un vrai enjeu de filière hydrogène lié aux modèles industriels qui sont portés. Donc, encore une fois, merci. Je vais laisser le temps aux questions. Je pense que comme votre table ronde était technique, je suis sûr qu'il y a plein de gens qui sont autour de la table, ou plutôt des tablettes, et qui ont des questions techniques à poser, mais je voulais témoigner des engagements des territoires et du fait qu'à Région de France, comme en région Pays de la Loire, on croit beaucoup à la mixité et aux synergies. Donc, merci de ce temps d'échange. Merci beaucoup, M. Géraud, pour ces messages d'encouragement et de soutien à destination des acteurs de la filière gaz vert. On aura malheureusement, parce que le temps a filé, pas le temps aux échanges, mais bien sûr que hors conférence et hors salon, bien sûr, je sais que les contacts continueront. En tout cas, on rappelle toute l'importance de travailler sur ces transversalités, comme vous venez de le dire. Sur ces couplages, on a vu les aspects économiques, notamment avec la recherche de nouveaux modèles d'affaires et également les aspects techniques. Mais bien sûr, il est également nécessaire, et vous l'avez rappelé, de faire évoluer les cadrages réglementaires avec un soutien affirmé de la puissance publique et également montrer tout le soutien, notamment au démarrage de ces filières pour accompagner les premières réalisations, ces travaux de R&D pour un développement maîtrisé et sur le long terme.
de ces filières innovantes de production de gaz renouvelable et bas carbone. Merci beaucoup à tous. Je vous rappelle notre publication. Je vous encourage à la télécharger sur le lien que Madeleine vous remet à l'instant sur le fil de discussion. Merci à tous pour votre participation et vos questions. Et merci encore à tous nos intervenants. On vous dit à très bientôt. Merci, au revoir. Merci, au revoir.